Dès le départ, il y avait cette cacophonie qui a existé entre l'Union africaine et la CEDEAO. Et quand vous regardez les différents communiqués qui ont été, n'est-ce pas, diffusés par ces deux institutions sous-régionales, vous avez compris que la CEDEAO avait donné 7 jours aux poutistes donc, pour rétablir le président déchu Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Et contrairement à l'Union africaine qui avait donné 15 jours aux poutistes donc, pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Donc, et vous avez constaté donc qu'il est ici à ce niveau. Il y avait donc, comment je vais appeler cela, il y avait donc de la cacophonie. Les deux n'étaient pas sur une même longueur d'onde. Donc il y avait un premier procès. D'ailleurs, c'est là où on a commencé à se poser la question de savoir, en cas donc, de non-respect donc, de ces délais de 7 jours par les poutistes, est-ce que la CEDEAO va intervenir en violant la décision, donc, autrement dit, le communiqué donc, de l'Union africaine? Raisonnablement, il s'était avéré que la CEDEAO ne pouvait pas intervenir sans, n'est-ce pas, que les délais de l'Union africaine ne soient préalablement épuisés. Donc, ça revient à imposer donc, la suprématie de ce qu'on appelle du droit régional sur le droit sous-régional. Donc, à ce niveau, et juridiquement, il y a un problème. Le problème, donc, c'est là. Il fallait donc au préalablement, avant que l'Union, c'est-à-dire la CEDEAO ne brandisse ces communiqués, il faudrait une concertation préalable donc, avec les organes compétents donc, de l'Union africaine pour qu'ils soient sur une même longueur d'onde. Parce que là, ça pouvait créer, finalement, déjà on est arrivé là, ça crée déjà une dissension et l'Afrique a toujours été marquée. Le rapport de la CEDEAO et de l'Union africaine, généralement sur les différentes crises qui se sont succédées en Afrique, ont été marquées sur ça. Ce n'est pas la première fois. Vous avez vu le cas, par exemple, ivoirien, de 2000, la crise ivoirienne donc, de 2002 jusqu'à 2002-2004, avec le dénouement, et 2000. Comment on appelle ça, 2011. Oui, la donc crise de 2010 également. Donc c'était ces problèmes, il y a toujours ces problèmes de dissension qui a existé entre les deux organisations, donc qui méritent aujourd'hui l'attention des spécialistes sur la question. Alors, procureur Kourouma, est-ce que vous comprenez que ces chefs d'État n'arrivent pas à s'entendre? Après tout, ceux qui sont de la CEDEAO sont aussi de l'Union africaine. Pourquoi cette situation? Non, ça prouve à suffisance que ce qui a été dit depuis les débuts de cette crise du Niger, que les uns et les autres n'étaient pas concertés. Ça prouve quelque part aussi, quand on dit que c'était la CEDEAO des chefs de l'État et non la CEDEAO des peuples, ça prouve encore que la décision prise, surtout sur l'envoi militaire et l'intervention militaire sur le sol nigérien, a été prise dans l'euphorie, selon les émotions du président de la CEDEAO. Parce que et Diané le rappelait tout à l'heure, pour une intervention militaire dans n'importe quel pays, il faut quand même un conseil, il faut quand même consulter le Conseil des pays et de sécurité du système de l'Union africaine. C'est l'organe qui statue sur la réglementation ou bien, en tout cas, sur l'intervention militaire dans une zone, quand même dans un pays qui appartient au continent. Donc, on s'est dit que rapidement, Tinibou, dans l'euphorie, dans l'émotion, parce que quand il a été élu à la tête de la CEDEAO, et avec le cas de la Guinée, du Burkina et puis du Mali, lui tenait beaucoup à cœur. Il a tapé du poing sur la table et vous savez déjà le discours caustique qu'il a tenu à l'endroit de ces putschistes dans ces trois pays. Et il n'avait pas fini de s'installer et d'exécuter les sanctions peut-être prises par l'institution. Il n'avait pas fini d'élaborer d'autres sanctions, d'autres nouvelles sanctions à l'endroit des trois pays. Et directement, c'est le Niger aussi qui fait un coup d'État. Et donc, il s'est dit certainement dans sa tête que c'est un coup d'essai pour voir exactement est-ce que ce n'est pas le défier. Donc, dans l'émotion, sans aller, sans peut-être joindre, sans consulter, il s'est dit que non, il faut qu'il quitte. On ne parlait pas avant de revenir à l'ordre constitutionnel. On parlait de réinstaller Bazoum dans ses fonctions. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été mûri. Alors, la question que je vais vous poser, quand vous dites que la CEDEAO, c'est la CEDEAO des chefs d'État et non la CEDEAO des peuples, est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose de l'Union africaine qui pourrait être l'Union africaine, l'Union des chefs d'État et non l'Union des
comment on appelle, des peuples, quand on sait combien de dictateurs il y a sur le continent justement, africain, l'Union africaine avec cette décision quand même. Je rappelle quand même que l'Union africaine a soutenu des gens tels que Mugabe, comme Bongo. Non, justement, vous savez, au fur et à mesure nous évoluons, au fur et à mesure il y a du sang neuf dans une institution, au fur et à mesure aussi nous avons des nouvelles décisions. Quand on me dit que là c'est l'Union africaine du peuple ou l'Union africaine des présidents, mais cette décision quand même en fait foi pour dire que c'est pas l'Union africaine quand même des présidents, c'est l'Union africaine des peuples. Ah ouais. Parce qu'on pouvait bien sûr, soutenir quand même Bazoum, parce que Bazoum a été installé, il a été élu, il n'avait même pas fini son mandat. L'Union africaine pouvait quand même soutenir Bazoum et soutenir la CEDEAO dans l'intervention militaire. Mais ils se sont dit non. Ils ont vu d'abord le peuple. Est-ce qu'en intervenant militairement dans la zone du Niger, avec tout ce qu'on sait, est-ce que c'est pas aussi aller ouvrir d'autres pandores de problèmes au Niger? Donc ils se sont dit, il faut d'abord sauver le peuple du Niger. Il faut d'abord sauver le peuple. Et en sauvant ce peuple aujourd'hui, c'est quoi? C'est de passer par la diplomatie. Et je crois que c'est ce qu'ils ont privilégié au lieu de partir par l'intervention militaire. En pareille circonstance, procureur Diané, comment ça se passe? Il y a l'Union africaine qui est l'organisation panafricaine, mais il y a une organisation plus proche du Niger qui est la CEDEAO. Dans ce cas, qu'est-ce que le droit dit? Quelle est la décision qui devrait avoir la primeur? Le problème, il est déjà tranché. Quand vous lisez donc, les différentes conventions qui résistent ou qui ont créé ces différentes organisations, notamment le traité révisé donc, de la CEDEAO de 1993, et également l'acte constitutif de l'Union africaine donc, de 2001 qui a été adopté à Lomé. Alors ici, à la lecture, d'abord, de façon globale, on prend de l'ONU. Le statut de l'ONU, par exemple, prévoit que les organisations régionales, n'est-ce pas, créent, c'est-à-dire bon, les États qui sont rapprochés qu'on appelle créer régionalement, donc créer des organisations régionales. Mais fut-il que les objectifs, les buts, donc le fonctionnement de ces organisations ne soient pas contraires à la charte de l'ONU. C'est la même chose qu'au sein donc, de l'Union africaine, également aussi dans l'acte constitutif, pour dire que les autres régions peuvent, n'est-ce pas, créer des organisations sous-régionales, mais qu'elles ne soient pas contraires donc, aux objectifs recherchés donc, par l'Union africaine. Alors, donc, ce qui voudrait donc qu'on prime, il y a une primauté donc, donc de l'acte constitutif de l'Union africaine donc sur les différentes décisions qui pourraient que les organisations sous-régionales donc pourraient prendre. Donc, c'est pour dire que la CEDEAO, en pareille circonstance, la CEDEAO ne peut plus intervenir en cas, donc même si elle le voudrait. Donc juridiquement, aujourd'hui, la CEDEAO ne peut plus intervenir. Est-ce que la CEDEAO est obligée de s'aligner? Parce qu'il y a les principes et tout ça, mais juridiquement parlant, est-ce que la CEDEAO est obligée de regarder sa situation en face et de surseoir à toute intervention militaire parce que l'Union africaine n'est pas d'accord? Non, il faut toujours une attente. Et d'ailleurs, même pas qu'à ce niveau, il faudrait aussi que le chapitre 7 de la Charte donc, des Nations Unies, n'est-ce pas, parce que la question sécuritaire est importante sur la dimension d'intervention militaire aujourd'hui au Niger. Donc, dès lors que le Conseil de sécurité constate, donc en fait, il y aura un arbitrage obligatoirement en pareille circonstance. De qui? De l'ONU naturellement, parce que le Conseil de sécurité veille sur la sécurité internationale, pas que seulement sur la sécurité. Donc si c'est possible aujourd'hui, s'il est avéré qu'aujourd'hui une intervention militaire donc, au sein de la CEDEAO pourrait entraîner, n'est-ce pas, ouvrir autre boîte à Pandore, donc ce qui voudrait dire que obligatoirement on pourrait imposer le veto pour dire qu'attention, il ne faut pas qu'on appelle déstabiliser la région, donc toute la région entière en raison donc de notre État. Donc il faut privilégier ici. Donc obligatoirement il peut y avoir donc de l'arbitrage. Maintenant votre question, je reviens là-dessus. Obligatoirement la CEDEAO ne peut pas à elle seule intervenir donc en violation donc de la décision donc, de la conférence des chefs d'État, par exemple, qui pourrait saisir sur la question pour étudier la nécessité d'une intervention donc, au Niger. Là. Donc, si l'Union africaine prend la décision, la CEDEAO ne peut pas aller à l'encontre donc, de cette erreur. Donc, le mieux serait aujourd'hui, en tout cas, d'avoir trouver une position concertée, en peut-être brandir les arguments nécessaires pour qu'ils prouvent la nécessité d'intervention afin que l'Union africaine soutienne donc, cette décision donc, de la CEDEAO. Mais la cacophonie, comme ça, ne pourra pas, aucune institution ne pourra travailler.
Alors, est-ce que vous y croyez, procureur Kourouma, une intervention de la CEDEAO au Niger alors que l'Union africaine n'est pas d'accord? Est-ce que vous pensez que la CEDEAO va faire la sourde oreille? Non, mais la CEDEAO ne peut pas faire la sourde oreille. Quand la CEDEAO fait la sourde oreille, ça veut dire aussi Tiani du Niger aussi fera la sourde oreille à toute décision de la CEDEAO. Parce que tout à l'heure, le procureur Diané rappelait, la CEDEAO, c'est en ce qui concerne la sécurité. D'abord, ils sont chapeautés aussi par le système des Nations Unies. Il y a le Conseil de sécurité qui appartient au monde. Et la CEDEAO aussi a son Conseil des pays de sécurité qui est visionné, qui est observé par le système des Nations Unies. Quel qu'en soit le degré ou bien l'envie de faire une intervention militaire, il faut comprendre d'abord que c'est régi par des lois, c'est régi par des règlements. Et ce règlement est aussi chapeauté par d'autres règlements qui ont été ratifiés par tous les pays et par tous les continents. Donc la CEDEAO ne peut pas faire la sourde oreille. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous constatez dans les discours aujourd'hui, on ne parle plus du retour forcé de Bazoum au pouvoir, on parle désormais du retour à l'ordre constitutionnel. Et on parle aujourd'hui de plus de négociations, même avec Tinibou. Tinibou est en train de privilégier finalement le dialogue, la diplomatie. Oui, pour essayer de comprendre. C'est ce que la CEDEAO a toujours privilégié. Non, mais cette fois-ci, l'intervention militaire. Oui, mais cette fois-ci, l'intervention militaire était d'abord en avant, a été mise d'abord en avant, avant la diplomatie. L'intervention militaire a été. On a d'abord sanctionné. Oui, on a d'abord sanctionné la forme classique quand même. Ça a été, il y a eu des sanctions prises quand même par la CEDEAO, notamment des sanctions économiques qui ont été prises par la CEDEAO. Mais après, c'est qu'on a beaucoup plus privilégié, et beaucoup plus d'encre coulée, c'est l'intervention militaire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on est en train de parler de par-ci, par-là. C'est pourquoi le système de l'Union africaine a pris la parole. Et tiens bon, c'est pendant 10 heures de rencontre, parce que c'était chaud dans la salle. 10 heures de rencontre, ils ne se sont pas entendus. Et finalement, l'Union africaine a tapé du poing sur la table. Peut-être qu'aujourd'hui ou dans les heures qui suivent, nous allons voir le communiqué final quand même de cette rencontre. C'est pour dire une fois encore que l'Union africaine, on est en train de privilégier le dialogue, la diplomatie pour voir. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que nous allons toujours privilégier la diplomatie pour pallier au coup d'État? Ça, c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire en pareil cas? Si elle a vraiment envie d'intervenir, sans la nécessité d'intervenir pour sauver la stabilité des autres régimes, parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette CEDEAO? Ben, naturellement, c'est de se référer au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, donc, il pourrait lui donner le mandat. Ah ben, c'est ce qui est impossible. Bon, ça, on ne sait pas. La France est membre du Conseil de sécurité. Peut-être qu'elle pourra influencer. Ça a été comme ça en Côte d'Ivoire. Et la position en 2000, toujours, j'aime beaucoup cette crise-là parce que ça révèle ce qu'on appelle beaucoup de dessous des relations internationales. Au départ, la CEDEAO n'avait pas la position qu'on appelle l'Union africaine sur la question de la Côte d'Ivoire, mais il a fallu donc l'intervention des Nations Unies dans le problème pour qu'on trouve un intérêt d'entente. Même si quelque part, la France s'est tiré le drap pour envoyer l'accord qu'on appelle l'accord. Souvent, vous entendez parler de l'accord de Marcoussis, donc, dans la crise ivoirienne. Donc, ce sont des exemples qui viennent encore nous rafraîchir la mémoire. Donc la CEDEAO ne peut pas du tout procéder à une intervention militaire en violation donc des décisions de l'Union africaine. Alors, il y a une question qui taraude les esprits. Quel est le mécanisme déjà de financement de la force de la CEDEAO? S'ils devraient intervenir, où ils doivent trouver l'argent? Est-ce que c'est les budgets des différents États ou c'est l'Union africaine qui finance? C'est l'ONU qui pour financer une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO? En tout cas, si l'organisation décide d'intervenir, obligatoirement, ça veut dire qu'elle a des moyens pour pouvoir supporter donc, les frais de ces interventions. Naturellement, les organisations ne vivent que des cotisations, également aussi des subventions des autres et les dons. Même vous pouvez faire des dons à la communauté. Donc on ne peut pas refuser cela. Donc ça veut dire qu'elle en a. Ou bien le cas contraire, les États qui se sont portés candidats à intervenir, obligatoirement se trouveront dans l'obligation, parce que ce sont leurs matériels de guerre qu'ils vont transporter donc de ce côté. Donc c'est à ce niveau. Avant de prévoir, c'est qu'il y a un budget. Je crois bien la question aujourd'hui se pose beaucoup plus sur ça. Qui va trouver le financement donc pour intervenir, pour l'intervention? Qui doit supporter les frais? Alors, à ce niveau, celui qui prend l'initiative, naturellement, c'est à lui de prendre les frais, de supporter donc le financement de la guerre. Donc ce n'est pas le budget de la CEDEAO qui va financer cette guerre, mais c'est plutôt les États respectifs qui veulent... Pas ça. Si les États là n'interviendront pas, sans l'aval de la CEDEAO,
Donc c'est le casque blanc. Oui, c'est donc sous ce qu'il porte d'ailleurs. Donc sous la couverture de la CEDEAO. Donc quand il intervient, ils peuvent par exemple prendre des moyens, leurs moyens nécessaires. Ce sont les armées nationales qui interviennent dans le cadre d'une organisation internationale. Donc ils peuvent venir avec leurs moyens, ce qui ne peut pas être refusé. Mais vous avez posé la question de savoir est-ce que c'est la CEDEAO qui doit supporter. Donc si la CEDEAO prend l'initiative, ça veut dire que la CEDEAO a des moyens nécessaires pour supporter les frais, les coûts donc, de cette intervention. Maintenant, où elle va trouver? Elle peut faire appel, par exemple, qu'on appelle à l'Union européenne, ce n'est pas exclu. Elle peut faire appel également aussi à la communauté, à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ce n'est pas exclu. Elle peut également, toute autre personne peut faire des dons. C'est ce que prévoit les statuts, les moyens, donc la finance là. Ce sont les cotisations que les États payent, les subventions que les autres organisations peuvent faire, également aussi et les dons et l'aide que toute personne, que ce soit personne physique ou morale, pourrait faire donc à l'organisation. Ce n'est pas exclu. Non, moi, sur la question, généralement, il ne faut pas... Si aujourd'hui le financement, sont ces pays qui se sentent concernés aujourd'hui, qui sont dans la même logique d'intervenir militairement au Niger. Par exemple, vous avez vu la Côte d'Ivoire, le Sénégal et puis le Nigeria aujourd'hui, qui est même prêt à donner plus de 500 et qui est même prêt à donner les tanks et beaucoup plus d'armement, avec le Niger qui est prêt, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui sont prêts quand même à intervenir militairement. C'est comme si dans une maison ou bien dans une boîte, tu te dis j'appartiens à la boîte, mais je ne suis pas pour l'idée, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu n'es pas travailleur de la boîte. Il y a une idée qui peut venir, tu peux te soustraire de l'idée, mais ils iront le faire. Et Daniel le disait tout à l'heure, il y a une contribution dans ces institutions, il y a une contribution. Et en ce qui concerne la participation surtout militaire dans ces pays, il faut qu'on parle à des alliés. Et aujourd'hui, le plus grand allié pour la CEDEAO, c'est la France, parce qu'il y a des intérêts. Elle a même dit qu'elle dispose des moyens. Donc si jamais, si jamais l'intervention, comme tu le disais tout à l'heure, la CEDEAO sans tête d'intervenir militairement, les moyens de financement, je ne serais pas surpris que la France vienne avec les moyens. Mais heureusement qu'aujourd'hui, les deux grands alliés quand même qui étaient au Niger, présents au Niger, il y a discorde entre eux. Il y a les États-Unis à l'heure là qui est en train de mettre la balle à terre. Il y a la France aujourd'hui qui veut coûte et coûte déloger les putschistes pour en renvoyer encore Bazoum. Et il y a la Russie qui tape aussi du poing sur la table. Donc ça veut dire quelque part, c'est beaucoup plus limité, surtout l'intervention militaire au Niger. Donc, on va beaucoup plus privilégier le dialogue parce que la CEDEAO, il faut compter, il y a combien d'États? Plus maintenant, il n'y a plus la Guinée. Il n'y a plus. Non, aujourd'hui, en ce qui concerne l'actuel CEDEAO, la Guinée est suspendue, le Mali, le Burkina, le Niger. Donc, il y a combien d'États et qui sont prêts à aller? Et il faut comprendre aussi, il y a le Niger de l'autre côté qui a un soutien aussi pour le Niger. Donc c'est pour te dire que l'intervention militaire va causer beaucoup de problèmes, surtout en ce qui concerne les financements. Réaction procureur Yanné rapidement. Oui, c'est que l'intervention. Oui, par rapport en tout cas à l'intervention, ce qui veut dire que les États qui se préparent, qui se positionnent, ont les moyens. La CEDEAO ne dispose pas d'une armée. Donc c'est pourquoi on parle de forces en entente. Ça veut dire que ce sont dans les bases nationales où les militaires sont stationnés avec leurs moyens de bord. Donc, en cas d'intervention, qui interviennent. Donc, ce n'est pas dit qu'il y en a un camp, ou comment vous appelez ça, une poudrière ou une armerie de la CEDEAO. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est pourquoi on parle de forces en attente. Donc, ce sont des forces qui sont en alerte, qui résident dans les États. En cas donc de besoin, automatiquement, ils interviennent. Toujours dans la crise ivoirienne. Les moyens qui étaient là-bas, à l'époque, les casques blancs de la CEDEAO qui étaient. Donc, quand il était question qu'on appelle que l'union, des transferts donc de ces casques blancs sous couvert donc des Nations Unies, c'est avec les moyens qui sont partis. Donc, vous avez vu récemment aussi dans la crise nigérienne, la France s'est dit disposée à mettre ces moyens matériels à la disposition de la CEDEAO aux besoins. Autrement dit, même les financements. Même les renseignements. Donc, les moyens. Même les renseignements, les chars et tout. La logistique, quand même. Oui. La logistique. Vous avez vu également aussi dans le cadre de l'intervention de l'OTAN en Libye. Oui. Et c'est la France qui est venue avec donc, les armes de l'OTAN. Oui. À l'époque, Sarkozy avait dit qu'après l'adoption de la résolution, la France se porte donc volontaire donc, pour automatiquement l'exécution donc, de la résolution et qui a nécessité l'intervention donc, de l'ONU dans cette crise-là. Alors, l'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est du point de vue du Niger et de ces putschistes. On sait qu'une intervention... la menace de l'intervention de la CEDEAO qui plane sur le Niger déstabilise un peu le pays, il y a toutes ces sanctions. Est-ce que le Niger, les putschistes du Niger, vu la discorde entre la CEDEAO et l'Union africaine, peuvent porter plainte contre la CEDEAO pour tentative de déstabilisation? Non, elle ne peut pas.
Le Niger ne peut pas. Parce qu'il s'agit là, c'est que l'organisation est en train d'invoquer ce qu'on appelle les moyens juridiques. On parle ici seulement que c'est une question d'interprétation. Les gens vont comprendre que, ou disons, croient toujours qu'il y a une disposition claire dans les conventions internationales ou bien dans des dispositions. Il suffit juste de se rencontrer avec un juriste qui a une position contraire pour comprendre la force des arguments. Donc c'est ce qui se pose ici. L'organisation est en train de brandir ce qu'on appelle la charte, comment vous avez appelé ça? Bon, le traité révisé de la CEDEAO, mais également aussi le protocole additionnel à ces traités qui est relatif à la gouvernance, à la bonne gouvernance et à la démocratie. Donc il y a, quand vous lisez le point 23, je vais dire l'article 23 donc, de cette convention, donc il est dit que le Conseil donc, de sécurité, il y a un Conseil de sécurité au niveau donc, de la CEDEAO également. Donc toute situation qu'elle juge opportune, donc, c'est-à-dire l'intervention militaire peut intervenir lorsque le Conseil trouve nécessaire. Donc ça veut dire que c'est un boulevard qui est ouvert. Maintenant, est-ce que la question juridique qui se pose, est-ce que le coup d'État rentre dans ce cadre-là? Parce que est-ce que le coup d'État constitue une menace à la paix et à la sécurité de l'espace CEDEAO? C'est là-bas où aujourd'hui le problème juridique est posé. Donc, et ce qui veut dire que comment on appelle, le problème ne semble pas encore être résolu comme certains le pensent. Résolu. Alors, cher procureur extérieur, vous pouvez appeler dès maintenant pour intervenir et participer à cette émission. Vous avez le droit de donner votre avis sur cette situation. Comme vous le savez, nous faisons le procès de la discorde entre l'Union africaine et la CEDEAO. Vous pouvez donc appeler